Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Pas moins de 420 personnes sont tuées chaque année du fait des aliments contaminés. Un problème sanitaire majeur au centre d'une conférence ouverte ce mardi en Éthiopie. Et nous irons au Nigeria, où de nombreux électeurs n'ont toujours pas reçu leur carte de vote, malgré une extension. Ici, aux États-Unis, une nouvelle fermeture partielle du gouvernement peut-elle être évitée? C'est possible. Un groupe bipartisan de parlementaires annonce en effet avoir trouvé un accord budgétaire de principe. Bonsoir. C'est une nouvelle qui pourrait booster ou non le moral des candidats à la présidentielle au Nigeria. Le Bureau national des statistiques a annoncé ce mardi que l'économie du pays a progressé de 1,9% l'année dernière. La croissance nigériane a enfin retrouvé son niveau d'avant la récession et d'avant l'élection du président Muhammadu Buhari. Monsieur Buhari, candidat à un second mandat lors du scrutin prévu samedi. Il y a quelques jours de cette présidentielle, la majorité des électeurs avaient encore du mal hier à récupérer leur carte d'électeur au point où certains se considéraient déjà comme exclus du processus. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu dans un centre de collecte des PVC à Abuja. Était encore longue pour des milliers de Nigériens inscrits qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Tous ceux qui sont devant ces bureaux ne l'ont pas encore reçu et ils expriment leur colère face à la lenteur du processus. Ce que je viens de voir dedans là-bas est qu'il y a encore beaucoup de PVC à l'intérieur. Je pense qu'on peut les estimer à quelques 500 000, les cartes non récupérées. Mais le problème est que le personnel n'est pas suffisant et les cartes aussi ne sont pas arrangées par ordre alphabétique. Il n'est pas le seul électeur inscrit confronté à cette situation et qui s'est déjà rendu plusieurs fois depuis 2 semaines dans ce bureau pour avoir sa carte sans succès. La fois passée, j'ai attendu pendant des heures et après ils m'ont appelé pour me remettre mon papier sans le PVC. Comme c'est le dernier jour, j'ai décidé de venir voir s'il y a un peu de progrès. Des milliers de PVC sont stockés dans des centres comme celui-ci et le retrait pour les inscrits reste un casse-tête. Cet électeur a finalement reçu sa carte, mais l'attente a duré des heures. J'ai tenté à plusieurs reprises, sans succès, mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai reçu ma carte. Le délai pour collecter les cartes d'électeurs a expiré vendredi dernier, mais la Commission électorale nationale indépendante a accordé une extension de 3 jours. Un délai qui semble encore insuffisant vu l'affluence dans les bureaux de la CENI. Nous restons au Nigeria suite ce mardi de notre série « Nous, Nigérians ». Que pensent les populations de l'élection présidentielle du 16 février prochain? Ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'Abdul Razak Soulaman, 26 ans, célibataire, ingénieur automobile et habitant de Jos. La cherté de la vie est l'un des problèmes que je rencontre tous les jours. Je parle du prix des denrées, des frais de transport. Parfois, il faut prendre 2 moyens de transport différents avant d'arriver à destination. Souvent, il est même difficile de s'acheter un repas. Il est important d'éduquer les gens et de leur offrir des possibilités d'emploi.
Très souvent, l'argent sert d'appât pour inciter les gens à provoquer la violence. Du coup, si vous êtes employé, vous n'avez plus de raison de vous retrouver impliqué dans cette violence. Ma principale préoccupation concerne le secteur de la santé. Le gouvernement fait de son mieux, mais le citoyen lambda n'en profite toujours pas. Si vous examinez tous les secteurs en termes d'infrastructures de base, le problème est le même partout. De manière générale, je dirais que le secteur de la santé est le principal problème des Nigérians. Si je devenais président du Nigeria, je commencerais par rendre l'enseignement gratuit pour tous jusqu'au niveau universitaire. Ce serait également une bonne idée de donner aux membres du National Youth Service Corps un financement global au lieu de faire des décaissements par tranche. Cela permettrait aux membres de mieux gérer l'argent qu'ils reçoivent. Ko da ce wata ɗaya da ka yi sabis ɗin ba lallai sai ka kai shekaran ba a baka wannan kuɗin a dunkule don ya amfane ka. Je veux un président digne de confiance et transparent. Je veux qu'il soit quelqu'un qui laisse la justice suivre son cours, même si des membres de son cabinet se retrouvent impliqués dans l'affaire. Je veux aussi que ce soit quelqu'un qui ne laisse pas les appartenances tribales, ethniques ou régionales dicter ses prises de décision. Et à propos d'élections, cette fois au Sénégal, on a appris ce mardi que la gendarmerie a arrêté plus de 20 personnes et saisi des armes après la mort lundi dans l'est du pays de partisans du parti au pouvoir dans des heurts avec ceux de l'opposition. Parmi les personnes arrêtées, une vingtaine sont des partisans d'Issa Sall. 8 journalistes qui suivaient sa campagne ont également été blessés, selon des organisations de presse. Ajoutons qu'à la suite des événements tragiques survenus hier, Issa Sall a annoncé sur son compte Twitter qu'il suspendait sa campagne pour rentrer à Dakar. C'est une révélation choquante qui fait l'actualité ce mardi en Centrafrique. Des militaires ou mercenaires russes auraient torturé au couteau au moins un civil dans le pays. Ce sont les conclusions d'une enquête lancée par les Nations Unies et le rapport date du 15 janvier. On apprend ainsi qu'un homme originaire de Bambari aurait été arrêté sur le marché de cette ville après avoir été dénoncé par la foule comme appartenant aux milices des ex-Seleka, ce qu'il nie, assurant n'être qu'un simple commerçant. Des militaires ou paramilitaires russes l'ont emmené dans leur base à Bambari, où l'homme a été torturé pendant 5 jours. En RDC, 4 combattants des ADF, les rebelles ougandais actifs dans l'est du pays, ont été tués lors d'une contre-offensive des FARC, l'armée nationale congolaise, dans la région de Beni, province du Nord Kivu. C'est ce qu'annonce ce mardi le porte-parole de l'armée congolaise à Beni. Selon ces derniers, les militaires ont répliqué après une incursion des ADF. 4 otages ont également été libérés dans le cadre de cette contre-offensive. Les combats ont eu lieu à Mamov, à environ 50 km à l'ouest de Beni, une zone jusque-là épargnée par les attaques attribuées aux ADF. Bactéries, virus, parasites ou substances chimiques nocives, les aliments contaminés, problèmes sanitaires et socio-économiques majeurs qui provoquent chaque année la mort d'environ 420 000 personnes à travers le monde sont au cœur d'une conférence internationale inédite qui s'est ouverte aujourd'hui à Addis Abeba, en Éthiopie. Objectif, réfléchir sur les solutions à apporter à ce problème, comme nous le dit Irénée Herman Umbo.
Le monde produit assez de nourriture pour tous les habitants de la planète, mais outre le fait qu'elle est mal distribuée, une part importante de cette nourriture n'est pas sûre, avertit ici le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, à l'ouverture de cette conférence inédite sur les aliments insalubres. Le coût des aliments insalubres va au-delà de la souffrance humaine. Cela peut entraver le développement socio-économique et surcharger les systèmes de santé. La malnutrition est aujourd'hui la principale cause de mauvaise santé dans le monde. L'OMS tire également la sonnette d'alarme, indiquant que la consommation d'aliments contaminés est la cause de plus de 200 maladies, allant des affections diarrhéiques qui tuent le plus au cancer. Selon l'organisation, l'enjeu est aussi socio-économique, car les maladies d'origine alimentaire sollicitent lourdement les systèmes de soins de santé et portent préjudice aux économies nationales, au tourisme et au commerce. Nous savons aujourd'hui que les maladies d'origine alimentaire causées par les produits chimiques, les virus, les bactéries et les parasites tuent des centaines de milliers de personnes chaque année. Les plus touchés sont les enfants de moins de 5 ans en Afrique et en Asie du Sud. L'impact financier est de 95 milliards de dollars par an dans les pays à revenus bas ou moyens, selon la FAO. À cette rencontre d'Addis Abeba, les dirigeants se sont engagés à œuvrer davantage pour garantir des aliments sains à leur population. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump n'est pas satisfait d'un compromis qui éviterait une nouvelle fermeture du gouvernement. Mais pour l'instant, un shutdown n'est pas à l'ordre du jour. On fait le point avec Abdourahmane Dia. Le compromis est une percée dans les négociations au Congrès où le pessimisme régnait encore jusqu'à lundi. Et c'est le sénateur républicain Richard Shelby qui a annoncé la nouvelle après une énième réunion du comité chargé de négocier sur le budget. Nous avons eu une bonne soirée. Nous avons trouvé un accord de principe. Il prévoit 1,3 milliard de dollars pour construire environ 90 km de nouvelles barrières à la frontière, ce qui est loin des 5,7 milliards que le président demandait pour la construction d'un mur. Mais le ministère de la Sécurité intérieure, en charge de la protection des frontières, verra une hausse importante de son budget. Hier, lors d'un rassemblement à El Paso, au Texas, et pas loin de la frontière mexicaine, le président a réitéré que le mur allait être construit. Je ne sais pas. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons entamé la construction d'un grand et beau mur directement sur le Rio Grande. Des médias américains citant des sources à la Maison-Blanche ont indiqué que si le président signe ce budget, il va certainement déclarer l'état d'urgence afin de trouver des fonds dans d'autres programmes pour compléter le financement du mur. Mais si le budget n'est pas voté et approuvé d'ici vendredi, quelques 800 000 employés du gouvernement pourraient de nouveau se retrouver sans salaire juste quelques semaines après avoir vécu un shutdown de 35 jours, le plus long de l'histoire. Au Venezuela, la tension n'est toujours pas retombée. L'opposition menée par Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays, est descendue une nouvelle fois dans la rue ce mardi pour demander à l'armée de laisser entrer l'aide humanitaire américaine. L'opposition estime à plus de 300 000 les Vénézuéliens actuellement en danger de mort à cause de l'absence de cette aide humanitaire. En réponse à cette troisième journée de mobilisation, dont après celle du 23 janvier et du 2 février, le chef de l'État socialiste Nicolás Maduro a choisi de participer, lui, à une marche des jeunes de la gauche contre l'intervention impérialiste américaine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Chaque pays africain peut-il consacrer 15% de son budget à la santé? C'est le plaidoyer de Bill Gates, qui était l'invité spécial du 32e sommet de l'Union africaine. Et dans ce journal, nous parlerons du secteur croissant des énergies renouvelables, un secteur où de nouveaux types de panneaux solaires font leur apparition. Gros plan sur les petits pas de la cinématographie à Goma. Nous verrons que dans l'est de la RDC, de plus en plus de jeunes s'engagent dans le 7e art. Comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec la chronique économique et Claire Morin-Gibour nous a rejoint. Bonsoir Claire. Bonsoir John. Alors nous ouvrons par le 32e sommet de l'Union africaine qui vient de s'achever à Addis Abeba et c'était en Éthiopie. Tout à fait John. Et si la plupart des chefs d'État africains ont fait le déplacement, le milliardaire américain Bill Gates était un invité spécial de ce sommet. Le fondateur de Microsoft a quand même, je vous le rappelle, investi quelques 15 milliards de dollars sur le continent africain depuis l'année 2000 et il se bat pour que chaque pays africain consacre au moins 15% de son budget à la santé. Une initiative qui a été relayée par le président rwandais, Paul Kagame. Well, the good news about health is that c'est tellement positif de savoir que si vous dépensez des sommes modestes dans le domaine prioritaire de la santé, vous pouvez avoir des résultats phénoménaux. Alors, si vous vivez dans un pays pauvre, vous vous concentrez sur la production des vaccins, l'accouchement sans danger pour les mères, la disponibilité des antibiotiques. Pour avoir une idée générale, en 2016, les États ont consacré environ 7,5% de leur budget à la santé, donc il faut doubler, John. Et il faut aussi savoir que beaucoup de maladies qui tuent sont des maladies évitables, comme la diarrhée, la pneumonie ou le paludisme. Voilà. Claire, on s'en va maintenant au Zimbabwe. Tout à fait, John. Pour vous parler du seul train de banlieue du Zimbabwe, surnommé le train de la liberté. C'est une véritable bouée de sauvetage pour de nombreux voyageurs qui peuvent ainsi se rendre à Bulawayo, la deuxième ville du pays, pour travailler. De plus, ce train est fiable et bon marché, de qualité que les passagers apprécient particulièrement, alors que l'économie du pays est en chute libre. La NRZ, la compagnie nationale des chemins de fer du Zimbabwe, est tout simplement un véritable sauveur pour les habitants de Bulawayo. Car maintenant, vous ne travaillez plus uniquement pour payer votre transport. En ce moment, avec les difficultés que nous avons, le gouvernement devrait réduire le prix du carburant afin que les taxis puissent ajuster leur prix. Et ce train a beau être vieillot et surpeuplé, c'est aujourd'hui la seule option dont disposent les habitants de Bulawayo. Voilà, une aubaine pour eux. Donc, pour finir, Claire, nous évoquons ces 4 veuves nigériennes qui viennent d'intenter une action en justice contre le géant pétrolier Shell. Alors, ces 4 femmes affirment que le géant pétrolier avait contribué à l'arrestation de leur époux qui manifestait dans les années 1990 de manière pacifique contre le développement pétrolier en pays Ogoni. Leur mari avait été ensuite exécuté par le régime militaire de l'époque. Soutenue par Amnesty International, l'affaire a été introduite par Esther Kiobel, la dame qu'on vient de voir à l'image, la veuve de Barinem Kiobel, pendue en 1995 aux côtés du célèbre écrivain nigérian Ken Saro-Wiwa et de 7 autres personnes. Le géant pétrolier nie toute implication dans l'exécution de ces hommes.
Affaire à suivre donc, Claire Morin-Gibault. Merci d'être venu. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'Écho. Et on continue. Un nouveau type de panneau solaire promet un moyen peu coûteux et flexible d'obtenir davantage de l'énergie solaire. Il pourrait aider le secteur croissant des énergies renouvelables à se développer encore plus rapidement. C'est un reportage de Steve Baragona. Le récit est d'Arzuma Compaoré. L'énergie solaire contribue à créer un futur utilisant de l'énergie plus propre. Mais il y a des limites quant aux endroits où les panneaux solaires rigides peuvent être installés. Un nouveau type de cellule solaire flexible, fabriquée avec un minerai appelé perovskite, peut aller presque n'importe où, explique la physicienne Olga Malinskiewicz. Nous pouvons utiliser des cellules photovoltaïques à perovskite sur les façades de bâtiments, sur les toits des édifices, sur les voitures, sur les appareils électroniques. Nous pouvons les utiliser sur les voiles des bateaux, dans les bateaux eux-mêmes, les tentes. Les applications sont illimitées. L'avantage des cellules solaires en perovskite est qu'elles sont légères et flexibles et peuvent être imprimées pour être très économiques. La société de construction Skanska teste des panneaux de ce type à son siège de Varsovie. Les panneaux à base de perovskite fonctionnent parfaitement, même lorsqu'ils ne sont pas bien exposés au soleil. Nous pouvons donc les utiliser sur toutes les façades du bâtiment. Selon les chercheurs de la société Solé, environ 1 mètre carré de panneaux peut fournir une journée d'énergie pour un ordinateur et des lampes. Et les performances ne cessent de s'améliorer, bien qu'il reste encore la question de la durabilité, entre autres problèmes à régler. Mais d'ores et déjà, plusieurs entreprises prévoient d'avoir des panneaux à base de perovskite sur le marché cette année. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint, c'est pour parler de sport. Yacouba, bonsoir. On commence par la CAN des moins de 20 ans. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, la CAN des moins de 20 ans qui va avoir 2 grosses demi-finales demain. Dans la première, on aura un duel ouest-africain entre le Nigeria, septuple vainqueur de la compétition, et le Mali, contraint de battre le Ghana pour se qualifier pour les demi et pour le mondial des moins de 20 ans. Les Aiglons ont remporté leur petite finale 1-0 devant le Ghana. Le coach Mamoutou Kane sera sa 2e Coupe du Monde après y avoir participé en tant que gardien de but en 1989 en Arabie Saoudite. Et il devrait prendre part à Pologne 2019 comme sélectionneur national. Le Mali, justement, qui n'a jamais remporté la CAN des moins de 20 ans et ne compte rien lâcher cette année, comme nous le dit son entraîneur, Mamoutou Kane, dit Mourlé. J'y arrive. C'est un match comme les autres. Il faut le jouer avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Jusqu'à la dernière seconde, on ne va pas lâcher. Le même état d'esprit, le même engagement. Ça, c'est un tournoi majeur qui nous amène à la Coupe du Monde. Il va falloir montrer autre chose. Donc, on va le travailler. Le Nigeria, c'est l'équipe la favorite, mais cela n'empêche. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est en train de faire notre nid. Je suis sûr et certain qu'on va y arriver. J'ai essayé de faire une sélection en sorte que tout le monde puisse jouer et que si un sort, un autre rentre, qu'on ne se sent pas. Je peux me tromper, c'est mon choix, mais je suis sûr et certain, ceux qui vont rentrer vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal vise une 3e finale de rang s'il bat l'Afrique du Sud, bien sûr. Et les Lionceaux ont fait un parcours sans faute au premier tour avec 3 victoires en 3 matchs, de quoi booster leur morale. Pour le match de demain, j'ai pas d'appréhension. J'ai pas d'appréhension par rapport à ce match parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est ce que fera mon équipe. À partir du moment où on travaille bien à l'entraînement, je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que c'est sur la base de ce que nous faisons à l'entraînement qu'on va être bon ou pas sur ce match. Comme je le dis tout le temps aux joueurs, les résultats des matchs, on ne les maîtrise pas avant. Nous, ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Essayer de leur donner assez de repères, en tout cas offensifs et défensifs, pour qu'ils puissent aborder les matchs avec la sérénité qu'il faut. Après, ça peut ne pas marcher. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est ce que nous faisons à l'entraînement et essayer de le répéter en match. La réponse donc demain. Ce soir, les premiers matchs aller en 8e de finale de la Ligue des Champions commence tout à l'heure à 20h, temps universel à Old Trafford, avec le choc entre le PSG et Manchester United. À la même heure, l'AS Rome recevra Porto FC au stade olympique. Demain, ce sera la suite et le Real Madrid a retrouvé de l'allant au meilleur moment pour débuter la défense de sa triple couronne à Amsterdam contre l'Ajax. L'histoire penche du côté des merengues.
Jamais les Espagnols n'ont été éliminés en huitième de finale depuis 2010, quand les Néerlandais, eux, n'ont plus vu les quarts depuis 2003. De leur côté, les Allemands du Borussia Dortmund rendent visite à Tottenham privé d'Harry Kane et de Dele Alli blessé. C'est tout donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Allons à Goma, dans l'est de la RDC, où les jeunes s'engagent de plus en plus dans le domaine du cinéma. Plusieurs centres artistiques les accompagnent dans le but de professionnaliser et développer l'industrie cinématographique au Congo. C'est le cas de Yolé Africa, un centre culturel engagé à aider les jeunes cinéastes à atteindre leur plein potentiel. Avec l'appui d'Africalia Belgium, Yolé Africa organise chaque année 3 formations gratuites animées par des professionnels reconnus. C'est un reportage de Nicolas Akuzwe. En Afrique, où la communication orale tient une place essentielle dans la transmission des traditions, histoires et connaissances, le cinéma est un support d'expression efficace. Dans le but d'aider les jeunes cinéastes à améliorer leurs compétences dans les cinémas, Yolé Africa donne des formations gratuites. En 2018, 45 jeunes ont bénéficié de ce programme. Les formations, c'est d'emmener les jeunes bénéficiaires qui participent à ces formations de pouvoir être professionnels et aussi de faire valoriser les œuvres qu'ils auront à réaliser, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau international. Parmi les jeunes cinéastes qui ont bénéficié de ces formations figure Castofas Michael, jeune cinéaste de 26 ans. Son tout premier court-métrage, Trouble, a été primé 2 fois l'année même de sa sortie en 2018. Il n'y a rien qui m'a touché dans ma vie comme le premier trophée. J'ai beau avoir des diplômes à l'école, j'ai beau avoir un diplôme de licence, mais le premier trophée m'a intérieurement fort touché et c'est ce qui m'a donné le courage de continuer. Pour le formateur, c'est un coup de cœur de voir des jeunes aussi engagés. Ces jeunes ont consacré 15 jours de leur temps pour cet atelier. Ils m'ont vraiment fasciné. Ça montre un dévouement. Ils sont vraiment dévoués à améliorer leurs compétences. Ils y croient. Ces jeunes sont une source d'espoir pour l'avenir. Les centres Yolé Africa les encouragent à participer dans des compétitions internationales. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Bonsoir.